Imaginez un instant la situation. Un patient souffre d'une grave infection pulmonaire. C'est critique, mais bon, les médecins font leur travail à la perfection. Ouais, il gère l'urgence, quoi. Voilà, l'infection recule, la respiration redevient normale, et soudainement, au moment où tout semble enfin résolu, la structure osseuse de ses pieds s'effondre littéralement de l'intérieur. Ce qui n'a en apparence absolument aucun sens. Mais vraiment aucun. Pourquoi la guérison d'un organe entraînerait-elle l'autodestruction physique d'un autre organe situé à l'autre bout du corps? C'est fou, C'est exactement le genre de mystère qui donne des sueurs froides à n'importe quel clinicien, honnêtement. tu m'étonnes. Et c'est précisément ce qui rend l'étude de la biologie si captivante, en fait. Quand on observe un symptôme, on a tous tendance à vouloir pointer du doigt un coupable évident et immédiat. Ouais, genre un os se casse, on cherche le choc. Exactement. Mais dans la réalité, une maladie n'est presque jamais un événement isolé. C'est pas binaire. C'est une véritable scène de crime complexe. On ne peut pas juste se contenter d'arriver après la bataille et de constater les dégâts. Non, il faut remonter le temps. Il faut retrouver l'instant précis où le tout premier domino est tombé et comprendre chaque interaction invisible qui a mené au désastre final. Et ça, c'est la définition même de l'éthiopathogénie. C'est un terme fondamental en médecine. L'éthiopathogénie. D'accord. Ouais. Comprendre l'éthiopathogénie, c'est pas seulement faire une liste de symptômes. C'est maîtriser l'origine absolue d'une maladie, son développement chronologique, et surtout, le pourquoi de chaque étape. Le mécanisme derrière la façade, quoi. C'est ça. C'est l'art de déconstruire la mécanique des processus pathologiques. Eh bien, je suis très excitée, car c'est l'objectif de notre exploration aujourd'hui. On va plonger dans les profondeurs de ce fameux pourquoi. Et on est une base solide pour ça. Absolument. Pour y parvenir, on a rassemblé des notes médicales vétérinaires d'une précision vraiment remarquable. Elles utilisent un cas clinique très spécifique qui s'avère être le modèle absolu pour décrypter n'importe quelle cascade dégénérative. Un modèle fascinant d'ailleurs. Ce modèle, c'est la fourbure, que l'on appelle aussi la laminitis, et sa phase terminale, l'infosure chez le cheval. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est que ce modèle animal illustre de manière spectaculaire comment une simple étincelle biologique, allumée parfois à des mètres de distance du lieu des symptômes, peut déclencher un incendie structurel irréversible. C'est la leçon parfaite pour comprendre comment tout système vivant fonctionne de manière profondément interconnectée. Bon, décortiquons tout ça. Je suis prêt. Avant même de chercher à savoir ce qui allume cette fameuse étincelle initiale, il faut d'abord qu'on observe attentivement notre champ de bataille. Il faut comprendre la physiologie normale pour saisir l'anomalie. Donc, où est-ce que cette pathologie commence physiquement? Alors tout le drame se noue dans un espace super confiné, très spécifique et extrêmement délicat, à l'intérieur du sabot du cheval. D'accord. La phase initiale, la laminitis ou fourbure, commence par une inflammation. C'est l'inflammation d'un tissu particulier qu'on appelle les lamelles sensitives ou laminia. Attends, arrêtons-nous là un instant pour bien visualiser le truc. Un cheval, c'est quand même un animal qui pèse une demi-tonne et qui repose en permanence sur la pointe de ses doigts. Ces semelles à l'intérieur du sabot, elles servent à quoi exactement? C'est une véritable merveille d'ingénierie naturelle. Il faut imaginer ces lamelles comme une sorte de velcro biologique, un velcro extrêmement puissant et complexe. Un velcro, carrément. Ouais, leur fonction anatomique vitale, c'est de maintenir la troisième phalange, qui est l'os principal à l'intérieur du pied du cheval, fermement attaché à la paroi interne de la boîte cornée, le sabot, quoi. Ah, donc c'est vraiment ce velcro qui permet au cheval de supporter son propre poids. Exactement. Sans cet ancrage précis et hyper résistant, l'os ne serait relié à rien du tout, il serait juste libre, suspendu de manière hyper précaire à l'intérieur de cette boîte rigide. Donc les lamelles, c'est le lien de vie entre le squelette et le monde extérieur. C'est tout à fait ça. Ok, donc l'inflammation frappe ce velcro biologique. Instinctivement, je me dis, bon, c'est enflammé, ça doit faire super mal, on donne un bon anti-inflammatoire et on n'en parle plus. Ce serait l'approche de surface, ouais. Mais j'imagine que si ce modèle est étudié en détail, comme ça, c'est que cette inflammation primaire, elle n'est pas anodine. Elle déclenche quelque chose de bien pire. C'est là que la biologie devient implacable. Dans cet espace confiné dont on parlait, l'inflammation ne se contente pas de provoquer des rougeurs et des gonflements. Elle déclenche une réaction en chaîne redoutable dans le système sanguin local. C'est-à-dire? La formation massive de microthrombus. Oula, attends, ralentissons un peu sur ce terme.
des microthrombus. Ce sont des caillots sanguins microscopiques, c'est bien ça. C'est le terme exact, oui. Donc on assiste à la création d'un véritable embouteillage sanguin à l'intérieur même des lamelles. Voilà, ces caillots microscopiques s'accumulent et bloquent littéralement la circulation dans les vaisseaux sanguins qui sont extrêmement fins dans ces tissus sensibles. Et ce barrage vasculaire, il provoque deux phénomènes cruciaux qu'il est impératif de bien distinguer pour comprendre la suite. L'hypoxie et l'ischémie. D'accord. Faisons la distinction, parce que c'est vrai que les deux termes sont souvent confondus. L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène, c'est ça? Si Oui, le tissu s'étouffait? oui, l'hypoxie est une privation drastique d'oxygène. Mais l'ischémie, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. L'ischémie, c'est l'arrêt total et absolu du flux sanguin. Ah oui, d'accord. Ça signifie qu'il n'y a plus d'oxygène, bien sûr, mais il n'y a plus non plus de nutriments vitaux qui arrivent. Et surtout, il n'y a plus de nettoyage des déchets toxiques cellulaires. La zone est complètement coupée du monde. Et la règle fondamentale de la biologie, c'est que si un tissu vivant est privé d'oxygène et de nourriture, et qu'il baigne dans ses propres déchets assez longtemps, Il meurt. C'est le résultat inéluctable de cette ischémie prolongée, la nécrose. la mort cellulaire irréversible. Exactement. Les cellules qui composent ces fameuses lamelles, notre velcro biologique, meurent les unes après les autres, en silence. Et quand ces cellules meurent, l'ancrage de l'os disparaît purement et simplement. C'est fascinant et en même temps un peu terrifiant. Si je peux utiliser une image pour vulgariser ça, c'est exactement comme si les fondations d'un immense gratte-ciel s'effondraient sous la terre. Très bonne image. De l'extérieur, si on regarde le sabot, tout semble normal. La paroi est dure, la forme est intacte, mais sous terre, les routes qui apportent le ciment, le métal et l'entretien quotidien ont été soudainement coupées par des micro-barrages. Et le système de soutien est cliniquement mort. Voilà. Le bâtiment tient encore debout quelques instants par la simple force de l'inertie, mais son ancrage n'existe plus. C'est une métaphore parfaite, ouais. Car un bâtiment sans fondation ne peut pas défier la gravité éternellement. Ce qui nous mène directement à la deuxième phase de notre cascade pathologique. La phase visible. Exactement. Une fois que cet ancrage souterrain a été détruit par la nécrose, les conséquences physiques macroscopiques ne vont pas tarder à apparaître. Ce qui explique pourquoi on passe à une nouvelle étape. La phase finale est extrêmement sévère, celle qu'on appelle l'infosure. L'infosure, oui. Mais il y a un point crucial à clarifier ici, je pense. L'infosure n'est pas une seconde maladie qui attrape le cheval par malchance. Absolument pas. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la bascule qui s'opère. On passe d'un problème biologique, circulatoire et microscopique à un désastre purement mécanique. Mécanique, d'accord. L'infosure n'est rien d'autre que la conséquence strictement physique et mécanique de la nécrose que nous venons de décrire. Parce que le velcro a été détruit par l'ischémie, la fameuse troisième phalange, se retrouve littéralement détachée. Elle est lâche. Elle flotte à l'intérieur de la boîte du sabot. C'est ça. Et c'est là que ça devient dramatique. Parce qu'un cheval, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement lourd. On pourrait penser que c'est simplement le poids de l'animal qui va faire s'effondrer la structure. Non. Le poids joue un rôle, évidemment, mais le véritable bourreau, c'est la mécanique interne du corps lui-même. Ah bon? Ouais. Il y a une structure très puissante à l'arrière du pied, le tendon fléchisseur numérique profond. Sa fonction normale, quotidienne et vitale, c'est de tirer continuellement sur cet os pour permettre la flexion de la patte et le mouvement de l'animal. Attends, si je comprends bien, en temps normal, ce tendon tire l'os vers l'arrière, mais l'os reste en place parce qu'il est retenu à l'avant par le velcro des lamelles. Mais maintenant, le velcro est mort. Il n'y a plus de résistance à l'avant. Exactement. La traction naturelle et continue de ce tendon exerce désormais une force qu'absolument rien ne vient contrebalancer. Le tendon fait son travail, normal, mais dans un environnement vide. C'est terrible. Il tire l'os vers l'arrière et vers le bas. Le résultat architectural est tragique. On assiste à la rotation et à l'enfoncement de la pointe de la troisième phalange. Cette pointe osseuse va piquer littéralement vers le sol. Et dans les cas graves, cette traction est si forte que l'os peut transpercer et perforer la sole, le dessous du sabot. Waouh! Il faut qu'on s'arrête une seconde sur cette idée. L'anatomie normale du corps, la traction constante d'un tendon vital, un truc qui est censé permettre de marcher et de courir, devient l'arme même de sa propre destruction. C'est tout le paradoxe. Et tout ça simplement parce qu'un tissu de soutien à l'avant a disparu. Ça démontre à quel point chaque petite structure biologique dépend de l'intégrité de toutes les autres. Je suis fascinée. C'est vertigineux de réaliser que le corps se détruit lui-même simplement en continuant à fonctionner normalement dans un contexte devenu, anormal. Et si l'on relie cela à une perspective plus large?
C'est la grande tragédie de nombreuses maladies dégénératives. Les forces physiologiques normales, celles qui nous maintiennent en vie en fait, se transforment en agents d'effondrement lorsque l'équilibre structurel de base est rompu. La mécanique ne se met jamais en pause, même quand les fondations ont disparu. C'est hyper clair. Et voici où cela devient vraiment intéressant. À ce stade, la mécanique de destruction, on l'a bien comprise. On visualise l'os qui pivote et s'enfonce parce que l'ancrage est mort, par manque de sang, mais la question fondamentale de notre analyse éthiopathogénique n'est toujours pas résolue. Le fameux pourquoi initial. Exactement. Pourquoi ce processus inflammatoire et cette formation de caillots sanguins se sont-ils déclenchés au tout début? Qu'est-ce qui a appuyé sur le bouton démarrage? C'est le cœur du problème. Et c'est là que le modèle devient universel, tu vois. L'origine de cette maladie peut emprunter plusieurs routes totalement différentes, qui n'ont apparemment aucun lien entre elles. D'accord. Et pourtant, toutes ces routes finissent par converger vers le même exact carrefour catastrophique, l'ischémie et la nécrose des lamelles. On distingue généralement 3 grandes routes divergentes. Explorons la première route alors. L'origine métabolique, endocrinienne et nutritionnelle. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'assiette ou dans les hormones pour détruire les pieds d'un animal sain? C'est souvent la route la plus surprenante. Le pourquoi nutritionnel commence avec un régime alimentaire déséquilibré. Imagine une alimentation excessive en glucides, très riche en sucre et en amidon, et paradoxalement pauvre en protéines. L'équivalent de la malbouffe pour un cheval. Voilà. Cette surcharge glycémique va provoquer une réaction systémique immédiate, un pic massif d'insuline dans le sang. C'est ce qu'on nomme l'hyperinsulinémie. D'accord, donc le taux d'insuline explose pour gérer tout ce sucre. Mais comment une hormone, dont le seul travail est de réguler le sucre sanguin, parvient-elle à détruire un ancrage physique solide dans un sabot? C'est là que se trouve le piège biologique subtil. L'insuline en quantité anormale ne se contente pas de stocker le sucre. Elle altère profondément et directement l'intégrité structurelle des cellules lamellaires. Ah oui. Ouais, elle agit presque comme un solvant sur la colle biologique qui maintient les lamelles entre elles. Et de plus, il y a le volet endocrinien. Si un animal souffre du syndrome métabolique équin ou de la maladie de Cushing, Attends, la maladie de Cushing, c'est bien une altération de l'hypophyse, une glande située dans le cerveau. tout à fait. Une glande dans le cerveau se dérègle et inonde le corps de cortisol. Si l'on ajoute à cela une obésité extrême, le métabolisme général de l'animal est dans un état de chaos permanent. Un vrai cocktail Molotov interne. C'est ça. Ces dérèglements interfèrent de manière mécanique, avec une pression énorme sur les vaisseaux, et de manière hormonale, en rendant les parois vasculaires beaucoup plus réactives et sujettes à l'inflammation. L'irrigation sanguine des extrémités devient chaotique et paf, l'étincelle de l'inflammation primaire est allumée. C'est fou d'y penser. Un problème totalement systémique, comme manger trop d'herbes riches en sucre au printemps ou avoir un dérèglement d'une minuscule glande dans le cerveau, cible spécifiquement et détruit l'intégrité structurelle des pieds. C'est contre-intuitif, on est d'accord? Totalement. On imagine toujours qu'un mal orthopédique vient d'un choc direct, d'un traumatisme local. Et là, on réalise qu'une erreur digestive chronique se manifeste comme une fracture mécanique majeure. C'est la beauté complexe de l'éthiopathogénie. Cela nous force à voir l'organisme non pas comme un assemblage de pièces détachées, mais vraiment comme un réseau autoroutier interconnecté. Un énorme carambolage dans le métabolisme du pancréas ou du foie finit inévitablement par créer un blocage mortel dans les péages capillaires les plus fins, ceux des sabots. L'image est excellente. Je comprends parfaitement comment ce chaos hormonal peut saboter les vaisseaux de l'intérieur. Mais tout à l'heure, dès l'introduction, en fait, on a évoqué un patient avec une infection pulmonaire. Oui. Franchement, quel est le rapport entre une infection respiratoire et un effondrement mécanique dans un pied humé? Passons à la deuxième route. La deuxième route, c'est l'origine infectieuse et plus spécifiquement inflammatoire par le biais de ce qu'on appelle les endotoxémies. Dans ce scénario, la destruction du sabot est toujours une affection secondaire. Le cheval ne commence pas par avoir mal aux pieds. Il commence par avoir mal où alors? Loin, très loin des pieds. Le point de départ est une affection primaire sévère. Les cas cliniques classiques sont une colique très grave, c'est-à-dire une crise intestinale majeure, ou une pneumonie, une infection des poumons. Cela peut même être une grave infection utérine, comme un pyomètre chez une jument. D'accord, l'animal a une infection intestinale ou utérine, le corps se défend, on donne des médicaments, et ensuite, Et ensuite, la victoire devient le problème. comment ça? Lorsque le système immunitaire de l'animal, ou de puissants antibiotiques, attaque ces foyers infectieux massifs, des millions de bactéries pathogènes meurent simultanément. C'est le but recherché, me diras-tu. Mais en mourant,
les parois cellulaires de ces bactéries se désintègrent et relâchent dans la circulation sanguine des toxines redoutables, les endotoxines. Donc le simple fait de tuer les bactéries crée une pollution massive dans le sang. Exactement. Ces endotoxines voyagent à travers tout le système circulatoire. Elles circulent librement jusqu'à ce qu'elles atteignent les réseaux vasculaires les plus denses et les plus fins du corps, les fameux capillaires sanguins des sabots. Notre goulot d'étranglement. Voilà. Ces petits vaisseaux agissent presque comme un filtre. Quand les endotoxines y arrivent, elles déclenchent une réaction immunitaire et inflammatoire d'une violence inouïe. Le corps panique complètement face à ces toxines. Tu as parfaitement compris la séquence. Les défenses du corps réagissent de manière excessive aux toxines, les parois des vaisseaux s'enflamment, le sang coagule pour tenter de réparer les dommages perçus, et voilà notre embouteillage fatal. La boucle est bouclée. Les vaisseaux se bouchent, l'ischémie s'installe, l'oxygène est coupé, et la nécrose des lamelles commence inévitablement. C'est d'une logique implacable et dramatique. Une bataille brillamment gagnée contre des bactéries dans un utérus génère tellement de déchets toxiques dans le sang que cela bouche la tuyauterie la plus délicate du corps et l'animal s'effondre de tout son poids. C'est un véritable effet papillon biologique. C'est exactement ça. Mais ce n'est pas tout. Il reste une troisième et dernière route qui semble peut-être un peu plus intuitive à première vue. L'origine purement mécanique. Oui, la cause mécanique. C'est ce qu'on appelle très souvent la laminitis unilatérale, car elle ne touche généralement qu'un seul membre. Elle est provoquée par une surcharge physique écrasante. Et comment cela se déroule-t-il concrètement? On imagine un choc direct? Pas un choc direct, non. Imaginons un animal qui subit une grave fracture ou une lésion extrêmement douloureuse, disons sur sa patte avant droite. L'instinct de survie est simple, c'est de fuir la douleur. Logique. L'animal va donc refuser de poser cette patte au sol. Pour compenser, il va délibérément transférer la totalité de son poids sur la patte opposée, la patte avant gauche, qui est parfaitement saine. Et comme on l'a répété, un cheval, c'est incroyablement lourd. Si tout le poids repose sur une seule colonne, Cette colonne, cette patte saine, elle n'est pas conçue pour supporter une telle charge en permanence, jour et nuit, sans aucun repos. Cette pression physique brute et constante écrase littéralement, aplatit les minuscules vaisseaux sanguins à l'intérieur du sabot-sain. l'écrasement mécanique est si puissant que le sang n'a physiquement plus l'espace pour circuler. C'est ce qu'on appelle une ischémie par compression en fait. Le tuyau n'est pas bouché par un caillot de l'intérieur comme avant, il est écrasé de l'extérieur par le poids. Le flux s'arrête, l'hypoxie s'installe et l'interrupteur destructeur est activé. Voilà, la mort des lamelles est enclenchée par pure pression, menant exactement au même résultat final qu'avec le sucre ou les endotoxines. J'ai une nouvelle analogie pour visualiser ce désastre mécanique. C'est l'équivalent d'un vieux pont suspendu qui repose sur deux immenses piliers principaux. Soudain, il y a un problème sur le pilier de droite. Il doit être fermé pour réparation. Que se passe-t-il? Tout le trafic est dévié. C'est ça. Tous les camions, toute la pression sont déviés frénétiquement vers le dernier pilier intact, celui de gauche. Ce pilier, il était en parfaite santé le matin même. Mais sous la pression de cette surcharge écrasante, pour laquelle il n'a jamais été conçu, il finit par craquer de l'intérieur et s'effondrer. L'image illustre parfaitement le drame. Le pied sain devient la victime tragique de son propre effort pour soutenir le reste du corps et fuir la douleur. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, observateurs? À ce stade de l'analyse, je trouve qu'on a brillamment navigué dans l'invisible. On a dénoué les fils microscopiques du pourquoi et du comment. Je suis d'accord. Mais cette maîtrise absolue de l'éthiopathogénie, elle ne sert pas qu'à faire de grandes discussions théoriques. Comment cette connaissance intime du processus caché permet-elle d'expliquer ce que le médecin ou le clinicien observe à l'œil nu? C'est là que la puissance de cette théorie rejoint la pratique clinique d'une manière vraiment lumineuse. Connaître l'origine profonde permet de déchiffrer les symptômes extérieurs, de lire l'invisible à travers le visible en fait. Tu as un exemple? Prenons un symptôme extrêmement classique dans ce modèle. L'animal adopte une posture très spécifique, dite de chevalet. Le chevalet. C'est ça. C'est quand le cheval se tient d'une façon très inhabituelle, n'est-ce pas? Les pattes avant tendues loin devant lui, le corps rejeté en arrière, un peu comme un chevalet de sillage en bois posé sur le sol. C'est bien cela. Si on n'a aucune idée de l'éthiopathogénie, on regarde l'animal et on se dit simplement il a une posture bizarre, il se tient mal. Ouais. Mais si on connaît la cascade de destruction qui se déroule à l'intérieur, tout s'éclaire immédiatement. Pourquoi l'animal fait-il cet effort considérable pour s'étirer ainsi? Parce que nous savons pertinemment que l'inflammation initiale, les caillots, l'ischémie et la mort des tissus se concentrent massivement à l'avant du sabot, dans la zone qu'on appelle les pinces. Ah,
Ah, je commence à faire le lien. L'avant du pied est en train de nécroser, c'est là que la douleur est fulgurante. Donc, en jetant ses pattes loin vers l'avant, que cherche-t-il à faire biomécaniquement? Il tente de survivre. Par pur instinct, en s'étirant de cette façon, l'animal soulève la partie avant de ses sabots et transfère délibérément la quasi-totalité de son poids vers l'arrière de ses pieds, directement sur les talons. Là où les tissus sont encore relativement sains. C'est ça. Il essaye de soulager la pression écrasante sur la zone qui est littéralement en train de mourir. La posture n'est pas une simple curiosité musculaire, tu vois. C'est une stratégie de survie dictée par l'ischémie interne. C'est brillant. Et j'imagine que cette même compréhension profonde en amont, elle dicte une logique implacable dans les choix de traitement. Je vois dans nos notes qu'il est souvent question d'interventions qui semblent paradoxales de prime abord, Comme quoi, comme la cryothérapie, c'est-à-dire appliquer de la glace intense ou administrer des vasodilatateurs comme l'acépromazine. Je veux qu'on s'arrête là-dessus car cela prouve une chose essentielle. Il est absolument inutile, voire dangereux, de simplement traiter un symptôme douloureux si l'on ne comprend pas la chaîne éthiopathogénique qui le provoque. c'est la ligne de démarcation absolue entre une médecine de surface et une véritable médecine réparatrice. Quand un soignant applique de la glace sur les pieds de l'animal en pleine crise, ce n'est pas un petit remède de grand-mère pour apporter un simple confort thermique ou pour masquer bêtement la douleur. Non, surtout pas. Ce n'est pas un cache-misère, c'est une intervention militaire et ciblée. La glace est là pour ralentir le métabolisme des cellules et geler physiquement le processus de la cascade dégénérative. Elle stoppe net la toute première phase d'inflammation violente. Et les vasodilatateurs fonctionnent exactement sur le même principe d'intervention stratégique d'ailleurs. C'est-à-dire? Pourquoi vouloir dilater les vaisseaux d'un membre enflammé? Parce que nous savons désormais que le véritable ennemi invisible, ce ne sont pas les dommages de surface, mais bien les microthrombus et l'ischémie mortelle. D'accord. Le médicament vasodilatateur vient forcer l'ouverture mécanique de ces vaisseaux sanguins écrasés ou bouchés. L'objectif clinique est de combattre l'hypoxie, de forcer le retour de l'oxygène et de tenter par tous les moyens d'empêcher la cellule de basculer dans la phase irréversible de la nécrose. C'est une guerre de chaque instant contre la privation d'oxygène. Et la compréhension détaillée du mécanisme invisible est notre seule carte d'état-major. Si nous devions faire un récapitulatif mental, un fil conducteur définitif et limpide de toute cette exploration, le voici. Tout commence toujours par une origine. Qu'elle soit mécanique, par le report écrasant d'un poids, infectieuse, par le bombardement de toxines circulantes, ou nutritionnelle, par le chaos des hormones et du sucre. Exactement. Quelle que soit la route, cette origine déclenche une inflammation primaire des lamelles. Cette inflammation, dans cet espace clos, crée des microthrombus. L'embouteillage. Voilà. Ces caillots provoquent l'ischémie, le grand barrage sanguin entraînant l'hypoxie. Le manque drastique d'oxygène et de sang amène la nécrose, la mort silencieuse du tissu d'ancrage. Et une fois ce velcro détruit et détaché, la constante traction biomécanique du tendon fléchisseur prend le relais, dans le vide. Et le résultat inéluctable, c'est la rotation et l'enfoncement de l'os, l'effondrement architectural qu'on nomme l'inchaussure. C'est une séquence véritablement tragique, un voyage fascinant qui part de la plus petite variation métabolique ou mécanique pour s'achever par la destruction totale d'une structure macroscopique. C'est une leçon d'humilité pour quiconque s'intéresse à la biologie ou à la médecine, je trouve. Totalement. Cela prouve qu'isoler un organe pour le soigner en ignorant le système global est parfois une dangereuse illusion. Et c'est précisément la valeur inestimable de ce savoir. Posséder cette compréhension éthiopathogénique, ça ne sert pas seulement à briller en accumulant des faits médicaux arides. Non, c'est sûr. C'est acquérir le pouvoir intellectuel et clinique de déconstruire l'histoire d'une maladie, de son origine la plus lointaine et subtile jusqu'à sa conclusion la plus dévastatrice. C'est remplacer le sentiment de fatalité face à la maladie par la compréhension froide et précise des mécanismes de cause à effet. Et cela nous amène logiquement à une dernière pensée, une idée assez provocatrice que je suis prête à partager, quelque chose à garder en tête bien après la fin de cette analyse. Je t'écoute. On vient de démontrer de manière indéniable qu'un système biologique précis peut avoir des déclencheurs originaux aussi radicalement différents qu'une surconsommation de sucre, une mort bactérienne dans l'utérus ou le simple report d'un poids physique sur une jambe saine. 3 routes totalement distinctes. Et pourtant, toutes ces routes divergentes convergent de manière implacable vers la même exacte voie de destruction catastrophique. L'ischémie d'un réseau capillaire et la nécrose du tissu vital qui en dépend. C'est l'entonnoir pathologique en fait.
Et la question que cela soulève est vertigineuse. Vas-y. Si ce modèle d'entonnoir s'applique de manière si évidente et universelle ici, se pourrait-il qu'en médecine humaine contemporaine, nous perdions parfois un temps précieux et des ressources immenses à essayer de traiter de manière isolée et segmentée les multiples origines divergentes de centaines de maladies complexes? Ah, tu veux dire, sommes-nous collectivement trop obsédés par la recherche minutieuse des 1000 déclencheurs différents? Exactement. Peut-être qu'on devrait plutôt concentrer massivement nos efforts scientifiques et cliniques sur le véritable goulot d'étranglement biologique commun. Cette fameuse cascade centrale, cette ischémie et cette inflammation microvasculaire qui est, au bout du compte, ce qui cause réellement et physiquement les dégâts irréparables dans nos tissus. En d'autres termes, au lieu de chercher à éteindre les 1000 étincelles possibles, peut-être devrions-nous apprendre à inifuger le bâtiment central. Waouh! C'est une perspective qui change tout. On est arrivé sur cette scène de crime au début de notre exploration en cherchant bêtement le coupable unique qui avait porté le coup fatal à l'os. Et on repart avec une vision bien plus vaste. Ouais. En réalisant qu'il y a peut-être 1000 coupables très différents dans la nature, mais qu'ils finissent absolument tous par utiliser exactement la même arme invisible. Une réflexion à méditer très sérieusement pour comprendre la médecine de demain.